de juger. À vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. Paraît que c'est à vous de juger. 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 Paraît que c'est à vous de juger. 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 Paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là, mesdames et messieurs, en train de suivre cette émission À vous de juger. Comme vous le savez, c'est tous les jours à partir des 17h, heure de Kinshasa. Nous sommes ici dans la commune de la Gombe. Il faut qu'on se le dise, la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, mérite comme beaucoup d'analyses parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit, pendant la journée, au pays, en dehors du pays, et un peu partout dans la capitale, tout comme en dehors de la capitale. C'est dans ce sens que, quand il y a beaucoup d'actualités, il faut aussi beaucoup juger. Voilà, c'est comme ça que nous sommes là, avec nos invités. Il y a déjà Cédric Ndombele qui est là, cher confrère, cher compatriote. Bonjour. Bonjour, cher Emile. Merci pour l'invitation. Je profite de l'occasion pour saluer aussi les téléspectateurs qui nous suivent de partout. J'aime toujours, à chaque fois que vous m'invitez pour venir parler de la République, vous savez que nos analyses aident quand même les autorités à faire mieux. Vous savez aussi, cher Emile, que nous ne sommes pas des conseillers directs des autorités, mais grâce à votre émission qui est un peu suivie de partout, les gens et les autorités comprennent quand même la quintessence de l'actualité de nos analyses. Ça leur permet de bien mieux faire pour l'intérêt suprême de la nation, parce que notre pays doit aller de l'avant, parce qu'on fait toujours les cercles vicieux depuis 1960 jusqu'à nos jours. Mais nous voulons que les choses se passent maintenant mieux, et grâce aussi à nos analyses, parce que nous avons aussi un président de la République qui suit la télévision, qui suit vos émissions aussi, pour qu'il puisse tirer quand même des profits à certaines analyses par rapport à la réalité de la ville de Kinshasa, par rapport à la réalité du pays. C'est ce qui est plus important pour que nous puissions avancer. Très bien. Alors, comme vous le savez, cher invité, Cédric Ndombele, internationaliste, nous pouvons le considérer comme notre consultant parce que chaque fois que nous avons besoin de lui, il a toujours répondu présent. Aujourd'hui, les conclaves pour l'élection du nouveau pape a commencé. Et vous le savez, je sais que vous êtes chrétien pratiquant, même si vous n'êtes pas catholique, mais vous êtes chrétien. Comment est-ce que vous trouvez tout le monde? Les gens citent un peu le nom de cardinal Ambongo et d'autres Africains dans la course au perchoir du Vatican. Comment est-ce que vous trouvez? Est-ce qu'un Africain, je ne parle pas d'abord des Fridolin Ambongo, est-ce qu'un Africain peut accéder à ces fonctions de l'Église catholique? Si tel sera le cas, ça sera une première, parce que nous savons bien depuis l'existence de l'Église catholique vers l'an 300 ou l'an 30, comme ça, je crois, l'an 300, je crois, jusqu'à nos jours, il n'y a jamais eu un pape noir. Ouais. Donc, je ne sais pas moi, c'est dit à quoi. Les Noirs n'étaient pas civilisés à l'époque. On peut accepter, mais aujourd'hui, les Noirs sont civilisés. Il y avait la venue des missionnaires. Et puis, maintenant, là, nous avons maintenant des cardinaux qui sont nommés aussi en Afrique. C'est aussi possible, mais ça semblerait être difficile. Parce que nous savons bien léguer une grande communauté comme catholique à un noir, ça ne sera pas une chose facile. Il y aura des contestations, pas mal de choses. Mais nous osons croire que cette fois-ci, nous ne savons pas ce que je ne maîtrise pas bien
leur mode de scrutin, comment ça se passe. Certains disent qu'il faut le Saint-Esprit qui doit descendre pour nous faire élire le nouveau pape. Donc, non, il n'y a pas de Saint-Esprit, c'est une élection. C'est une élection parmi les cardinaux qui sont là, les votants. Il y a des cardinaux qui ne peuvent plus voter. Et ceux qui vont voter, les 130 qui vont voter, c'est par élection. Quand vous avez déjà 3 quarts plutôt de suffrage, eh bien c'est vous qui avez remporté. Mais est-ce que le cardinal Fridolin Ambongo, si une fois élu pape, comment est-ce que vous le voyez? Bon, le cardinal Fridolin Ambongo, comme il vient de dire lui-même, lorsqu'il s'est exprimé en latin, il a dit c'est sa première conclave qu'il participe. Il n'a jamais participé au conclave. Il ne sait pas encore comment est-ce que les choses se déroulent. Il va voir pour la première fois comment est-ce qu'on élit un pape. Bon, je suis convaincu qu'il n'est plus classé parmi les candidats. Il reste électeur, il va voter. Il y a des candidats qui sont déjà retenus à devenir pape. Mais Fridolin Ambongo n'est plus candidat, il est déjà déclassé. Il sera un simple électeur qui va participer qu'au vote. Donc il y a moins de chances maintenant là, parce qu'on citait pas mal de cardinaux africains. Il y avait un nombre de 3 cas que je crois. Maintenant là, la course reste 15. Je ne pense pas qu'un Africain aura la chance parmi les 130 parce que ce sont des blancs. Vous pensez que l'influence de la peau a une influence quelconque? Tout à fait. En quelque sorte, nous avons constaté que le racisme n'a pas encore pris fin. Par rapport même à la gestion d'une grande communauté catholique, ils veulent toujours que les Blancs continuent à diriger, à conduire cette grande communauté. Vous savez que les papes, en dehors de la vocation ecclésiastique, les papes est aussi considéré comme étant un chef de l'État. Le chef de l'État de la principauté du Vatican, c'est un État dans un État. Vous savez que le siège du Vatican se trouve à Rome. Donc, en Italie, Rome est considéré comme étant un État. Rome est considéré comme la capitale de l'Italie, oui, et le Vatican est considéré comme un État oui, dans un autre État. Voilà. Donc le pape, c'est un chef d'État en miniature. Donc lorsqu'il est venu, par exemple, à la République démocratique du Congo, il est venu avec des casquettes, comme chef religieux et président de la République. Mais plus, il est plus considéré comme un chef religieux qu'un chef d'État. Mais attention, c'est aussi un chef de l'État. Si, on le sait, mais plus considéré comme un chef religieux qu'un chef d'État. Tout à fait. Voilà. C'est pour cela dans certains États, le Vatican a nommé les nonces, qui sont considérés comme étant les ambassadeurs, les représentants du pape ou du Vatican. Ils jouent le même rôle que les ambassadeurs nommés par les différents chefs d'État partout dans le monde. Donc, pour vous dire que le Vatican, lorsque la personne deviendra pape, il doit assumer les deux casquettes. Casquette politique et religieux ecclésiastique. Très bien. Alors, on va revenir au pays quand même. L'actualité oblige. Vous avez suivi ici, en République démocratique du Congo, le ministère, ça c'est l'actualité, hein, le ministère de l'Intérieur suspendre quand même toutes les activités du PPRD à travers le monde, à travers la RDC plutôt, pas à travers le monde, à travers le pays. Mais cette formation politique a annoncé quand même la reprise des activités sans l'aval des autorités administratives. Comment est-ce que vous trouvez, c'est un bras de fer, qui va l'emporter? Vous savez que l'État est toujours au-dessus de tous. Donc la loi prime toujours au-dessus. C'est ce que j'allais aussi dire. Donc lorsqu'il y a une mesure prise au niveau du ministère de l'Intérieur portant suspension du parti PPRD, donc le PPRD ne peut plus fonctionner. Donc lorsqu'il s'élève un bon matin pour dire qu'ils ne vont pas obtempérer à la mesure prise par l'État congolais, là, ça devient un bras de fer. Donc, l'État, on ne peut pas faire le bras de fer avec un État. L'État est toujours au-dessus. Il y aura des sanctions sévères et
ne vont pas bien fonctionner. Vous, en tant que citoyen congolais, comment est-ce que vous trouvez cette mesure? Bon, la suspension de tout du parti. Bon, selon moi, je pense que c'était une mesure unilatérale. Je crois qu'on pouvait laisser les partis fonctionner, malgré que le président du parti est considéré... A des accointances avec... tout à fait, est considéré avec le régime. Les patrons de certains groupes armés. Il aurait fallu que les partis continuent à fonctionner, parce que jusque-là, il n'y a pas encore les éléments de preuve, tout ça, l'affaire n'est pas encore conclue. Lorsqu'on dit que la personne n'est pas encore condamnée, il jouit d'une présomption d'innocence. Ouais. Il fallait qu'on laisse les partis fonctionner, qu'on puisse réunir toutes les preuves sur la personne de Joseph Kabila. Après, ils pourraient sanctionner ensuite les partis PPRD. Mais moi, j'ai trouvé que le ministère de l'Intérieur est allé plus vite en besogne concernant la suspension du PPRD. J'ai trouvé que la décision était un peu brutale et unilatérale. Mais le fait que des membres de ce parti se retrouvent de l'autre côté contre la République, vous ne trouvez pas que l'État a quand même raison de mettre quand même hors d'état de nuire quand même ce parti? Comme nous l'avons tous vu, il y a certains membres du parti PPRD qui se sont allés regrouper avec Nanga pour mener la rébellion de l'AFC là-bas. Pour renverser le pouvoir. Tout à fait. Mais le PPRD continuait toujours à faire des communiqués pour nier les allégations que le PPRD n'est pas en connivence avec l'AFC. Mais on n'a jamais vu la démission de ces gens-là comme membres du PPRD, comme on l'avait vu avec Jean-Jacques Mamba du MLC, parce que MLC il avait quand même démissionné et consort, mais avec les gens du PPRD, nous n'avons jamais vu une lettre de démission quelconque. Hein, c'est un peu ça, non? Oui. Allez-y. Tout à fait, ce n'est pas vraiment la culture. Hein. La culture de démission n'est pas africaine. Hein. Trop souvent, lorsqu'on adhère dans un parti politique, des fois la personne adhère, mais il n'a pas de carte de membre de ce parti. Maintenant, lorsque la personne se décide de se retirer, il n'a pas aussi autant d'engagement, de poste politique au niveau du parti. Comment est-ce que la personne peut déposer sa lettre de démission? On dépose une lettre de démission lorsque vous êtes adhéré, vous avez des engagements. Tout ça, c'est pour cela, ça permet à ce que les choses, la personne puisse démissionner de manière légale, officielle, en tant que membre du parti. Lorsque la personne est adhérée, n'a pas de poste, et tout ça, c'est difficile. Très bien. Alors, notre invité qui venait d'arriver là, Maître Paul Okito. Maître Paul Okito, un invité de longue date qui a disparu. Bon, il est en cheval à Kinshasa, Bruxelles, France et consorts, mais aujourd'hui, il est là. Vous le suivez habituellement dans ce plateau. C'est lui qui est venu avec Fachi Zegon-Monda, une idéologie comme ça. Aujourd'hui, il est là. C'est par cette actualité que nous allons commencer. Maître Paul Okito, c'est par cette actualité du PPRD. Vous avez suivi la suspension du PPRD à travers la République démocratique du Congo par l'autorité compétente, mais ce parti annonce quand même la reprise des activités sur l'étendue du territoire national. Comment est-ce que vous trouvez... Alors, monsieur, merci et je salue le téléspectatrice et de notre chaîne. En fait, dans un état de droit, les attributs du pouvoir, c'est dans un cadre légal. Et chaque autorité a l'obligation de respecter ses compétences dans la limite de ce qui est prévu par la loi. Une décision administrative préventive, oui. Le ministère de l'Intérieur peut prévenir lorsqu'il y a un rassemblement ou réunion ou concertation qui risquerait de compromettre l'ordre public ou de le troubler, peut d'une façon préventive prendre des décisions qui d'ailleurs peut être contestées devant les juges. Mais ce qui me semblerait être un peu, bon, je ne peux pas dire que ce n'est pas de l'amateurisme du ministre, mais une forme de compréhension, c'est qu'il faut faire la différence entre un membre d'un parti politique et le parti politique. Parce que le parti politique, personne n'aura des droits privés et il y a la propriété juridique. Le parti est différent des membres. Donc si M. Kabila, qui aurait peut-être de façon directe ou indirecte
soutenu ou tenu de propos ou accordé de l'aide à un mouvement terroriste pour compromettre la stabilité ou défier l'État, l'on devrait sanctionner M. Kabila seul et non pas les partis, parce que le parti n'a pas commandité, n'a pas initié, n'a pas autorisé le président, l'ex-président à soutenir, entre guillemets, prétendu soutien au mouvement rebelle. Parce que si c'était les partis, ça devrait se faire lors d'une réunion du parti. Ouais. Ça devrait se faire si peut-être le membre du parti aurait signé collectivement que nous, membres du parti PPRD, nous défendons, nous soutenons le mouvement. Nous défendons l'AFC. Oui, c'est à ce moment-là que l'on pouvait sanctionner le parti et non pas sanctionner le parti parce qu'il y a un individu membre du parti qui aurait posé les actes contre la République. Là, c'était une forme de... Bon, c'est-à-dire il y a excès du pouvoir, du ministre de l'Intérieur, la décision peut être contestée. Très bien. Vous avez dit la même chose avec votre co-débatteur que vous avez trouvé sans l'écouter. Je pense que les téléspectateurs qui nous suivent savent déjà ce que Cédric avait dit. Alors, on revient ici. C'est par vous que je commence parce que vous venez d'arriver quand même un peu là. Je vous vois en train de suer avec les embouteillages de Kinshasa et consorts. Nous avons les processus de paix en République démocratique du Congo. Le ministère de la Communication a dit il n'y a pas plusieurs processus, il n'y a qu'un seul processus de paix, mais qui est un peu partout là. Nous sommes à Doha, nous sommes aux États-Unis, nous sommes à Luanda, nous sommes à Nairobi, et tout cela c'est à la recherche de la paix. Récemment, l'accord de principe signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ce principe-là énerve beaucoup de Congolais. Ce principe énerve beaucoup de Congolais, la forme. Comment est-ce que vous trouvez la forme de ces principes? Je vais vous lire quand même ces accords-là. La forme là, comment est-ce que vous le trouvez? Et quel est le principe qui vous enchante dans les articles que nous avons trouvés là? Je cherche ces articles-là. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur l'accord de principe entre la RDC et le Rwanda? Ok, c'est bon. Nous devons savoir que Tshisekedi, c'est un homme d'épée. Il a toujours milité parce qu'il est le fruit d'un militantisme pacifique. Il a accédé au pouvoir, non pas pour faire la guerre, mais c'est pour pacifier la RDC. Dès son entrée au pouvoir, il a préconisé la diplomatie des rapprochements économiques avec le Rwanda. C'est pourquoi nous avons Paul Kagame, président rwandais, est venu à Kinshasa parce que pour construire les Congo, nous devons avoir des bons rapports de voisinage avec nos voisins, avec les 9 voisins qui nous attirent, et nous devons planifier les développements du Congo aussi au niveau régional. Et pour cela, Tshisekedi a pensé dans un premier temps que Kagame serait un homme nécessaire pour la reconstruction du Grand Lac. Mais il s'est rendu compte que Kagame avait sa propre vision, sa logique expansionniste et sa volonté belliqueuse de mettre les Congo en feu ensemble à l'est du pays pour continuer à piller nos ressources et défier l'autorité de l'État. Alors, l'accord de principe ou l'accord des principes, pour moi, je ne peux pas parce qu'en fait, cet accord n'engage pas encore les partis. Et c'est les intentions des partis au conflit que nous allons faire ceci, nous allons faire cela. À l'heure qu'il est, chacun des partis peut revenir sur ce qui a été... Voilà, je vais dire aux téléspectateurs à retrouver quand même quelques articles de cet accord de principe. Et chaque participant reconnaît la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'autre et s'engage sur une voie permanente, une voie permettant de régler leurs différends grâce à des moyens pacifiques ancrés dans la diplomatie et la négociation plutôt que par un recours à la force ou à des discours hostiles. 2. Chaque participant reconnaît les frontières territoriales établies de l'autre et s'engage à s'abstenir de toute action ou de tout discours qui menace ou remet en question la validité de ces frontières. 3. Chaque participant reconnaît à l'autre le droit souverain de gouverner et d'administrer son propre territoire d'une façon qui n'enfreint pas la souveraineté ou l'intégrité territoriale de l'autre participant. Oui. Le participant s'engage à s'abstenir de toute ingérence dans les affaires internes de l'autre. 2. Les participants reconnaissent qu'ils ont tous des préoccupations de sécurité légitimes dans la région frontalière qu'ils partagent et s'engagent
à remédier à ces inquiétudes d'une manière respectueuse de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des deux participants. Le participant reconnaît que la paix, la sécurité et la stabilité sont essentielles afin d'accroître les échanges commerciaux légitimes et la coopération économique régionale au sens large. Est-ce que je vais devoir terminer? Non, c'est déjà beaucoup. Mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Et beaucoup de Congolais pensent que on ne devait pas quand même demander à la RDC de signer sur C parce que c'est le Rwanda qui a toujours agressé la RDC depuis la nuit des temps. Oui, parce qu'en fait, les trois premières dispositions que vous venez de lire ne concernent pas la RDC. Parce que la RDC n'a pas violé l'intégrité territoriale du Rwanda. De deux, les mouvements armés, il n'y a aucun mouvement congolais armé qui serait à l'intérieur du territoire rwandais et qui menacerait les régimes de Paul Kagame. Donc cette partie ne concerne que le Rwanda. Ça ne se pose pas en RDC parce que nous ne sommes pas concernés à cette disposition-là. C'est le Rwanda qui doit respecter les principes de l'étabilité des frontières issues de la décolonisation. Les frontières ont été décidées en 1985. C'est le Rwanda qui doit retirer ses forces militaires à l'intérieur du Congo en conformité avec la résolution 2773 des Nations Unies. C'est le Rwanda qui doit cesser d'apporter le soutien logistique ou financier aux groupes armés qui terrorisent l'Est de la République démocratique. Donc cette partie ne concerne pas la RDC. Par contre, la partie intégration économique, ça a été la volonté aussi de Tshisekedi, parce que quand il avait rapproché, il avait préconisé la coopération économique avec Paul Kagame au début de son premier mandat, c'était la volonté de promouvoir l'intégration économique en passant par la construction des unités économiques et transnationales pour favoriser le développement économique du Grand Lac. Donc cette partie, Tshisekedi a toujours manifesté la volonté de participer à la construction de l'Afrique centrale par la coopération économique. Donc la partie d'Ao ne concerne que le Rwanda. Cédric, vous êtes internationaliste. Devant un tel fait, comment est-ce que vous allez agir? Merci, cher Émile, pour votre question. Je ne suis pas tout à fait d'accord en ce que je viens d'entendre sur ce plateau, que cet accord ne concerne pas, la première partie ne concerne pas le Rwanda. Non, il a dit ne concerne pas la RDC. Plutôt la RDC. Parce que c'est le Rwanda qui agresse la RDC chaque fois. Vous savez, cher Émile, nous ne vont pas faire une analyse spécifique, mais une analyse générale. Par rapport à l'accord des principes signé, ce n'était pas seulement les Rwandais qui avaient signé, mais la RDC aussi a signé cet accord de principe. Pour vous dire que tous les points cités concernent tous les deux pays, tous les deux participants, parce que nous partageons les mêmes frontières. Vous savez que le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Soit-disant, il y a un problème des ADF, tout ça, selon les FDLR. Les FDLR, selon les arguments de Kagame, chaque fois, sa manière de s'échapper. Lorsque l'accord est signé, on n'a pas dit que la RDC signe et le Rwanda signe, vous pouvez signer seulement à l'autre partie. Non. À la fin des comptes, à la conclusion de cet accord, ce sont les deux parties. Vous savez bien, cher Émile, au début jusqu'à la fin, on a parlé des parties, les deux parties. Les deux parties, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo. À la fin, les deux ministres des Affaires étrangères ont signé cet accord de principe qui engage ces parties, ces deux États, pour négocier et enfin conclure un accord de paix ensemble. Ce n'est pas que, comme je viens d'entendre ici, cet accord de principe n'engage pas les parties, c'est faux. Cet accord de principe engage, vous savez, la signature. On ne peut pas blaguer avec la signature. Lorsque vous signez un document, c'est-à-dire vous vous engagez dans l'affaire, vous vous engagez dans ce dossier-là. Mais lorsque vous n'aimez pas votre signature, c'est-à-dire dans cette affaire-là, ces documents-là ne vous concernent pas. Pour vous dire que les accords internationaux et les traités internationaux, au finish, il y a toujours la signature, même lorsque le chef de l'État ira aux États-Unis d'ici là pour conclure cet accord, parce qu'il y a des commissions qui sont sur pied pour travailler sur
ces différents points afin que les chefs de l'État puissent aller là-bas. Mais non, Cédric, est-ce que la RDC était obligée d'accepter quand même ces points figurés dans ces documents? C'est un accord, vous savez, je vais faire une analyse comme un internationaliste. Allez-y. Vous savez, nous sommes face aux États-Unis d'Amérique. C'est un document imposé par les Américains que les deux ministres des Affaires étrangères puissent signer. Donc, nous n'avons pas à dire en ce moment-là. Les Américains nous ont proposé directement, ils nous ont soumis les documents que les partis puissent signer. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les rapports de force. Les Rwandais qu'on considère aujourd'hui soi-disant forts devant les États-Unis ne sont rien. La RDC qu'on considère un État grand, un sous-continent, un État riche en sous-sol, en sol, devant les États-Unis nous ne sommes rien. Donc, les Américains nous ont imposé que nous puissions signer cet accord de principe afin que les commissions qui ont déjà été mises sur pied puissent travailler pour que ça soit un accord au finish, que les présidents de la République et de la RDC du Rwanda vont signer pour que nous, comme nous partageons les mêmes frontières, que nous puissions cohabiter ensemble et partager certains minéraux ensemble, selon certains points qui sont cités. Allez-y. Je n'ai pas dit, peut-être mon co-débatteur n'a pas suivi ma réflexion, je n'ai pas dit que la RDC ne peut pas signer, ne doit pas signer. J'ai dit le contenu des obligations qui sont dans cette fameux accord. Il y a des obligations qu'on demande aux partis de respecter, d'exécuter ou d'accomplir. Très bien. Entre autres, le respect de l'intangibilité des frontières. La RDC aujourd'hui ne pose aucun acte qui compromettrait à ne pas respecter les frontières rwandaises. Nous avons 250 km de frontières avec le Rwanda. Cela veut dire que dans les dispositions qui sont là, la partie qui est concernée à les respecter, je n'ai pas dit que la RDC ne doit pas signer, mais la partie qui est censée concerner à respecter les dispositions... Parce que la RDC respecte toujours ces principes. De deux, les Rwandais justifient comme alibi qu'il se trouverait sur le territoire congolais les forces négatives, les intérêts ou les FDLR, qui seraient sur le territoire congolais et ces forces seraient une menace permanente contre le régime de Kagame. Et pourtant, au jour d'aujourd'hui, les territoires où se trouveraient ces forces, les deux, Nord Kivu et une partie de Sud Kivu, se trouveraient entre les mains des forces rwandaises. Est-ce que avons-nous vu les FDLR ou les Interahamwe capturés quelque part représentés? C'était juste des alibis qui ont été formulés par Paul Kagame. C'est-à-dire, l'accord de principe, oui, mais la partie qui a l'obligation de respecter cet accord, parce que c'est Rwanda qui viole la souveraineté de la RDC. C'est les forces rwandaises qui sont à l'intérieur. Parce que si vous regardez cet accord de principe, ça va dans la même logique que la résolution des Nations Unies 2773, qui demande que le Rwanda doit retirer ses forces. On n'a pas dit que la RDC doit retirer ses forces du territoire rwandais dans la résolution. Alors, la question du téléspectateur est celle de savoir, est-ce que des États-Unis, on peut avoir finalement cette épée? Non. Vous avez dit non? Non, je l'ai pas dit non. Parce que je reviens toujours sur ce qui a été la prédiction. Un peu de mots seulement. Moumba avait dit que l'histoire du Congo ne sera pas écrite à Londres pour Washington. Les Américains ne peuvent pas nous faciliter la paix pour faire décoller la RDC. Ils ont besoin de neutraliser les ambitions des Congolais pour fragiliser la RDC davantage et puis nos ressources. Dans quel pays du monde les Américains ont imposé ou maintenu la paix? Aucun. Depuis que les Américains... Restez là. Ouais. Cédric. Oui, cher Emile, vous savez, les modus operandi des États-Unis d'Amérique, des fois, les États-Unis protègent ses enfants ou ses alliés. Vous savez que les Américains protègent l'Israël au niveau des Moyen-Orient. Les États-Unis protègent le Japon, la Corée du Sud face à la menace nord-coréenne. Donc, pour vous dire que cet accord de principe ou cet accord de paix entre la RDC et les Rwandais sous l'égide des États-Unis d'Amérique, ça peut être bénéfique aujourd'hui et à moyen terme pour que la paix règne. Vous savez que l'instabilité de l'Est ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons envoyé des soldats en mission, plutôt en formation. Nous avons
acheter des armes. Nous avons vu nos limites lorsque la ville de Goma est tombée, Bukavu, ainsi de suite, et la trahison au sein de l'armée. C'est pour vous dire que, comme je viens de dire toujours, à chaque fois quand je disais dans vos émissions, que la République démocratique du Congo ne doit pas négocier directement avec Kagame ou avec les groupes armés, mais la République démocratique du Congo devait négocier directement avec les parrains du Rwanda. Aujourd'hui, les autorités m'ont donné raison. Vous l'avez dit avant même qu'on nous puissions quitter Lingwala. Tout à fait. Dans une émission. Donc les États-Unis fit les parrains du Rwanda, la Grande-Bretagne, la France, ainsi de suite. Lorsque cet accord de principe, nous avons décidé de négocier directement avec les États-Unis d'Amérique, vous savez que derrière les États-Unis d'Amérique, il y a aussi l'Europe, l'Union européenne directement. Parce que les États-Unis qui sont les patrons de la communauté internationale. Donc, pour vous dire qu'avec cet accord de paix qui sera signé incessamment, on aura la paix. Contrairement à ce que le maître a dit. Tout à fait, on aura une paix parce que les Américains trouvent déjà leurs intérêts. Donc ça veut dire que la RDC sera le premier pays où les États-Unis ont fait régner la paix. Tout à fait, il y aura une paix, une paix humaine, pas une paix de Dieu. Attendez. Donc, attendez, je chiffre. Oui, donc il y aura une paix maintenant et à moyen terme. Donc cette paix-là va permettre à ce que la République démocratique du Congo, les habitants du Nord Kivu, Sud Kivu, de la partie Est, puissent retrouver la paix. Parce que sans cette démarche, on ne pouvait pas retrouver la paix. Parce que les États-Unis soutenaient le Rwanda, la Grande-Bretagne, il fallait qu'on ouvre les portes. Maître Paul Okito, afin que nous puissions dialoguer directement avec eux pour que nous puissions trouver quand même une... Maître Paul Okito persiste et signe pas de paix qui vienne des États-Unis. La RDC n'est pas une tutelle américaine. Et la souveraineté de la RDC peut être garantie par un État tiers. On ne peut pas dire que nous sommes un État et que la sécurité de nos frontières dépendrait de la volonté extérieure à l'État congolais. C'est donc. Aujourd'hui, il faut le savoir que la RDC constitue l'épicentre des enjeux économiques mondiaux. La présence américaine sur le territoire congolais, c'est juste pour limiter l'influence chinoise. Parce que nous avons des minéraux très importants que le monde entier en a besoin aujourd'hui. Hein. La transformation écologique ou économique du monde dépend des minéraux congolais. Donc les Américains sont venus en RDC, visiblement, attendons peut-être, ce n'est pas pour nous garantir la paix. Non, c'est pour contrecarrer la présence chinoise parce que les Américains pensent que la Chine tire profit. La croissance économique chinoise est due à partir de disponibilité des ressources africaines. D'où les Américains sont là. Ce n'est pas pour nous apporter la paix, je n'y crois pas. Nous aurons la paix, parce que la paix, pour moi, c'est une vision, c'est une organisation sociale. Nous aurons cette paix les jours où nous, État congolais, nous aurons les moyens nécessaires au regard de la souveraineté que nous avons, que nous exerçons, pour garantir cette paix à l'est du pays. En deux mots, et Doha. Mais non, mais parce que de la même manière que vous refusez les États-Unis, vous réfutez Doha. Non, parce que pour moi, ce qui est dit, on dit que non, le chemin de la Rome, si Rome serait la paix, ok, mais il serait mieux de voir quelles sont les intentions cachées des partis. Doha, le président a rencontré Kagame, là on dit encore que nous allons négocier avec le M23, et les vocabulaires que nous avons toujours utilisés ici en RDC, c'est que les M23 sont des terroristes. Aucun État démocratique ne peut pas négocier avec des terroristes. Si aujourd'hui nous abdiquons, nous disons que non, il faut négocier avec les M23, ne soyez pas étonnés qu'en 2028, nous aurons les M27 ou M32, c'est-à-dire une porte ouverte à l'instabilité politique et institutionnelle. Le mieux serait de forcer par les moyens dont nous avons, restructurer l'armée, motiver les militaires, organiser, passer les accords militaires avec les nations émergentes, faire la diplomatie minérale pour avoir les moyens nécessaires en fidélité et de restaurer l'autorité de l'État à l'est du pays. Et à la fin de la paix, nous finirons à avoir les moyens, avoir la paix. Parce que si nous signons
l'accord aujourd'hui avec M23, ne soyez pas étonnés, mais croyez-moi, gardons ces audios, ces vidéos. À 2028, il y aura M27 ou M32. C'est-à-dire nous allons rester dans ce cycle de violence infernale à l'est du pays. Pourquoi? Parce que ça apporte beaucoup. Il y a toutes les parties sont gagnantes dans cette histoire-là de guerre à l'est du pays. Il y a les minéraux qui quittent, il y a l'armée qui détourne l'argent des dotations, tout consort. Il faut faire renaître l'État, donner à l'État l'essence de son existence juridique, c'est-à-dire comment l'État congolais peut garantir la sécurité, parce que la sécurité fait partie intégrante des droits humains. Très bien. Alors, il y a un autre invité qui vient de nous rejoindre là, même s'il n'y a plus assez de temps. Comment est-ce que Serge Magna fait-il la différence entre ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique et ce qui se passe à Doha? Vous pouvez établir quand même une différence entre ces deux fronts? Oui, merci beaucoup. Salutations à nos co-débatteurs, mes équipes, puisque j'étais un peu en retard. Il y a quelque chose qui, indépendamment de ma volonté. En fait, si je devais répondre à votre question, c'est purement deux choses distinctes et différentes. Pourquoi? Puisque j'ai suivi Corneille Nangaa qui a dit tout ce qui se fait sans eux, c'est contre eux. Ça veut dire que aujourd'hui, moi, je suis en train de lire une diperie dans le chef des Américains. Il faut souligner que les Américains, ce sont eux qui ont tué Lumumba. Les Américains ont tué Mobutu. Ils ont mis Mobutu en erreur et puis finalement ils l'ont tué. Les Américains nous ont amené le Rwandais ici avec l'AFDEL et Musée Kabila. Ces mêmes Américains ont tué Kabila ici. Et les Américains, aujourd'hui, ce sont eux qui soutiennent le Rwanda et l'Ouganda pour qu'ils nous déstabilisent afin qu'ils pillent nos richesses. C'est étonnant qu'on fasse confiance aujourd'hui aux États-Unis alors que les États-Unis, même en termes économiques, les États-Unis n'ont pas des investisseurs qui l'amènent. Les États-Unis d'Amérique se développent grâce aux investisseurs privés, particuliers. Quel est cet investisseur qui peut accepter aujourd'hui de venir investir en RDC, un pays où le ministre de Finances dit Tokozorambo ou Tokabolaka? Tokabolaka, ceux qui même y a projet, il y a Tokaboli, Tomipesiba, Prime, Topesibo. Quel est cet investisseur sérieux? Est-ce que ce n'est pas une manière seulement de saboter quand même les efforts du gouvernement qu'il est en train de dire tout ça? Il faut remonter Jean-Marc Aboun qui était du gouvernement, un proche, un homme fort d'ailleurs, il fut un homme fort du régime, qui avait dit il y a de mal d'argent qui sort de la RDC qui part aux pays étrangers. C'est pour ça qu'il a été arrêté. Il vous souviendrez, Delis Sessang a parlé de la criminalité financière que le président Bosso était en train de soutenir. Donc, le pays est déjà réputé un pays de corruption. Faites un examen. Je ne sais pas, moi j'ai déjà été à Kigali. Descendez de l'aéroport de Nzili. Si vous êtes sérieux, vous descendez de l'aéroport de Nzili, vous prenez votre taxi, vous passez par Tchangou, j'ai choisi le lieu le plus IP de la ville, vous allez jusqu'à l'OIA. Observez. Si vous êtes investisseur, observez. Et quittez maintenant Goma. Traversez. Vous êtes à Goma, vous traversez à Kigali. Sillonnez maintenant à Kigali. Et on vous demande, choisissez un lieu où vous allez investir. Si vous dites que vous allez investir en RDC, vous êtes un aventurier. Aucun investisseur sérieux ne peut accepter d'investir en RDC. À moins que ça puisse avoir des gens, la majeure partie des gens qui investissent ici, moi ça m'est déjà arrivé, c'est un témoignage, ça m'est arrivé, je suis allé, puisque j'étais dans le secteur de l'imprimerie, je suis allé à l'époque de Thabo Mbeki. Je suis allé proposer au président Thabo Mbeki. Personnellement, je l'ai vu dans son bureau. Si je pouvais commencer à imprimer les histoires du Sénat quand j'étais président du Sénat. J'avais une petite voiture là, Suzuki i10. À partir de son bureau, il pouvait tirer le rideau et voir le parking. Il m'a dit, au parc, tu as parqué où? Je lui ai montré la voiture. La petite voiture là? Il a dit oui. J'ai dit oui. Et il m'a dit, bon, ok, d'accord, tu peux essayer de coordonner, on va te contacter le moment venu. On ne m'a jamais contacté. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Mais j'avais appris après contacté, mon frère. qu'il y a des imprimeries. J'ai appris après qu'il y a des imprimeries ici en ville. Des Chinois. Vous allez là-bas, vous trouvez des Chinois, ils impriment des bâches et autres. On m'a dit, telle imprimerie, c'est pour Thabo Mbeki. Vous voyez? Donc, en réalité, vous ne verrez pas un Congolais, mais il y a un Chinois. J'ai dit, tu veux qui? Donc, en réalité, la majeure partie des gens qui investissent, il y a des politiciens qui sont derrière ces gens. Donc, mais un investisseur américain sérieux, venir investir ici, je vois que c'est... Cédric Ndombele, comment est-ce que vous réagissez par rapport à la position prise par Serge Magna? Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens, vous savez, en relation internationale, il n'y a pas d'amitié que les intérêts. Effectivement. La politique aussi, elle est dynamique.
C'est pas dit que comme les Américains ont assassiné Lumumba, ils ont placé Mobutu, les mêmes Américains ont déclassé Mobutu. Vous savez pourquoi est-ce que les Américains ont placé Mobutu en 1960, après la mort de Lumumba? Pour préserver, afin de préserver les intérêts américains en Afrique centrale. À l'époque, il y avait la guerre froide entre les États-Unis d'Amérique et l'IRSS, l'ex-IRSS. On n'a plus assez de temps. En 1989. Donc Mobutu, déjà à partir de 1989-90, devait laisser le pouvoir. Mais Mobutu continuait toujours à faire des tétis. Les tétis, c'est pour ça qu'il est allé jusqu'en 1997, les pays étaient totalement instables. Et puis ils ont amené Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi. Ce sont toujours les mêmes Américains. Donc pour vous dire, les Américains soutenaient Kagame de manière ouverte. La République démocratique du Congo a monté toutes les stratégies afin que nous puissions mettre hors d'état de nuire les groupes armés. Mais dommage, on n'arrive toujours pas à éradiquer ces forces négatives. Mais la République démocratique du Congo s'est décidée, comme je viens de dire, je l'ai toujours dit dans plusieurs émissions, que on devait toujours négocier directement avec les parrains du Rwanda afin que nous puissions trouver une paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo qui est riche en minerais. Très bien. Pour cela, aujourd'hui, la République démocratique du Congo a ouvert la porte aux Américains. Les Américains ont trouvé leurs intérêts parce qu'il y a la concurrence des minerais stratégiques pour les générations futures. Vous avez vu comment est-ce que Joe Biden est arrivé en Angola entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Il y a les corridors de Lobito. Tout à fait. Les États-Unis visent leurs intérêts. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo a ouvert la porte aux Américains. Les Américains vont essayer de protéger la région pour leurs intérêts. Donc, les groupes armés, la guerre que nous subissons aujourd'hui, ça va un peu stopper. Parce que les Américains vont protéger leurs intérêts dans la partie est de la République démocratique du Congo par rapport à la concurrence de la Chine et d'autres États. Oui, Maître Paul Okito, qu'est-ce qu'on peut... Allez-y. J'ai rejoint la réflexion... Qu'est-ce qu'on peut retenir dans tout ça? La réflexion faite par les co-débatteurs ici. D'ailleurs, aujourd'hui, les Américains sont dans une logique d'Amérique d'abord. La logique économique des Américains, c'est l'Amérique d'abord. C'est ce qu'on appelle le protectionnisme économique en trans. Il y a une guerre économique là. Les Américains ont fait augmenter les droits des douanes dans tous les... Même la RDC, peut-être de 60%. Donc, les corridors de l'hôpital, c'est ça qu'on appelle la logique économique coloniale. C'est-à-dire extraire, transporter et amener. Ça ne crée pas d'emploi et ça ne peut pas être profitable. On nous a dit que ça va créer quand même de l'emploi. Vous savez très bien que pour qu'un investisseur... Il faut déterminer les chauffeurs, non, c'est du plan. Dans les transporteurs et comme ça. Pour qu'un investisseur économique arrive avec ses mallettes de devises, il y a 4 choses. Il y a d'abord, il faut la simplification des procédures, lutter contre la corruption, aussi les tracasseries administratives. Ce n'est pas pour rien que les Américains démarquent que non, on ne peut pas venir en RDC parce que la corruption, c'est à la hauteur de 50. Nous sommes parmi les 4 premiers pays les plus corrompus en Afrique et ou bien au monde. Donc, je ne crois pas cela. D'ailleurs, ça rentre en contradiction avec ce que les chefs de l'État ont toujours déclaré, qu'il faut moderniser notre économie. Les corridors de l'hôpital consistent à quoi? On extrait les minéraux, on les lave, on nettoie et on emballe. Il n'y aura pas chaîne de valeur ajoutée, il n'y aura pas de transformation, il n'y aura pas cahier des charges, il n'y aura pas embauche des jeunes pour enterrer les connaissances à partir de ces minéraux. Donc nous devons réfléchir. Les Américains ne sont pas venus pour nous doter la paix ni l'économie. Rien du tout. Ces Américains vont continuer d'ailleurs à piller les pays, à mener. Entre parenthèses, on vous promet une paix virtuelle au profit de leurs intérêts et non pas au profit de la RDC. Serge Magna, quelles leçons les Congolais doivent tirer de tous ces deux fronts, de Doha et des États-Unis d'Amérique? Le Congolais doivent retenir qu'en diplomatie, il y a d'ailleurs Bismarck qui disait une diplomatie sans armes, c'est une musique sans instrument. On ne peut vous respecter que quand vous êtes fort. Tant que vous n'êtes pas fort, on va finalement vous diper. La diplomatie, on ne fait pas de cadeaux là-bas. Donc, personne ne va nous faire cadeau. Les États-Unis, ça fait partie de sa politique, déstabiliser certaines nations pour piller leurs richesses. Et les États-Unis n'a jamais été un monsieur qui
Il n'y a pas un pays qui s'est développé à cause des investissements américains, à cause du développement économique américain. Il y en a peut-être que Cédric Nombele a un exemple sur ce domaine. Allez-y, il va revenir. Je pense qu'à ce stade, pendant qu'il y a un jeune au niveau de Burkina Faso, à peine un garçon de 1989, qui refuse les impérialistes aujourd'hui, et malheureusement, nous, la RDC, en plein 21e siècle, nous ouvrons encore la porte pour qu'on soit encore récolonisé par les Américains. On pense que notre salut viendra des États-Unis. Le salut des Congolais viendra des Congolais eux-mêmes. Voilà pourquoi c'est important que les Congolais se mettent autour d'une table, qu'on discute sur la destinée de la RDC. C'est comme ça qu'on va avancer. Si on pense qu'un Américain viendra pour preuve, nous sommes allés aux États-Unis pour demander le partenariat, sécurité, minerais. Malheureusement, eux, ils viennent, ils nous mettent sur la même table avec l'agresseur et on signe un communiqué de, comment on appelle ça, un accord de principe. Un accord de principe. Déjà, dans cet accord de principe, il y a déjà un article qui parle de l'intégrité, le respect de l'intégrité territoriale. Le Rwanda a signé cet article tout en étant sur notre sol. Jusqu'aujourd'hui, l'armée rwandaise est sur notre sol, occupant notre sol, mais il a signé en train même de progresser vers certains villages de l'intégrité territoriale. Donc vous voyez qu'ils sont en train de nous diper, on ne devait pas. Je ne sais pas comment on fait pour croire à ça. On ne pouvait pas croire à ça. Ils sont en train de nous diper, il fallait qu'on tourne le dos et qu'on s'assume. Peu importe ce qui va arriver, mais en tout cas, croire que le salut va venir des Américains, ça c'est tout en train de rêver debout. On va terminer avec la demande de l'opposition du dialogue. Vous le savez, quand vous voyez Joseph Kabila signer aux côtés de Martin Fayoulou, de Moïse Katumbi, encore de Sessanga, pour demander le dialogue, malheureusement, il n'y a pas assez de chances pour que le pouvoir en place leur accorde quand même ce dialogue. Cédric, c'est par vous que je voudrais commencer avec ça pour terminer avec les autres. Cette demande peut-elle nous faire arriver à cette paix? Il y a plusieurs fronts aujourd'hui partout dans le dialogue entre nous. Oui, il y a plusieurs fronts aujourd'hui. Il y a le Washington, il y a Doha, il y a ainsi de suite, le Luanda. Il y a le pacte de la SENCO, tout à fait. Pacte social pour la paix. Avant que je puisse répondre à votre question, je n'ai pas dit que peut-être mes co-débatteurs n'ont pas bien compris. Je n'ai pas dit que les États-Unis viendront en République démocratique du Congo pour développer la RDC. Vous savez que le Rwanda, comme je viens de dire, a été soutenu par les États-Unis et les Anglo-Saxons pour neutraliser l'Est et piller les minéraux congolais à l'Est. C'est pour cela la République démocratique du Congo, stratégiquement, nous sommes partis directement, parce que ce sont des puissants. Il y a ce qu'on appelle les rapports des forces en relations internationales entre dominants et dominés. Nous voulons d'abord en amont que nous puissions mettre fin aux tueries à l'Est et que nous puissions donner, il y aura un accord qui sera signé, nous voulons donner un pourcentage aux Américains et nous aussi nous puissions profiter des restes des pourcentages pour que nous puissions nous organiser sur le plan intérieur. Ensuite, on est déjà à la fin de l'émission. Pour vous dire, cher Émile, le monde fonctionne comme ça. Le dialogue de l'opposition ont toujours leurs parrains. Aujourd'hui, Burkina Faso, son parrain, c'est la Russie. Donc, le dialogue, ce n'est pas une priorité aujourd'hui. Vous savez, les gens de l'opposition peuvent voir les chefs de l'État même à huis clos et discuter les questions de la République. Mais c'est toujours le dialogue. Même en huis clos, c'est toujours le dialogue. Tout à fait. Même sans caméra. Moi, ça devait fonctionner comme ça. Merci. Vous avez pris plus de temps. Les gens disent qu'on parle de dialogue publiquement et puis signer des accords et puis partage de pouvoir. Moi, je ne trouve pas ça intéressant. Merci beaucoup. Maître Paul Okito. Aux États-Unis, pour parler des questions de la nation, il faudrait les anciens présidents viennent voir les présidents en fonction même la nuit. Merci Ndeko Cédric. Faire cela et non signer des accords. Merci Ndeko Cédric. Maître Paul Okito, cette demande de dialogue de membres de l'opposition. Moi je pense que c'est une demande politicienne. Pourquoi? Parce que dernièrement il y avait un dialogue, il y avait des consultations politiques initiées par les Bérantes. Le président aurait voulu attendre un peu les Congolais d'autres bords. C'est pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Mais aujourd'hui, l'opposition demande un dialogue et pour aboutir en quoi? Parce que la finalité visée, c'est quoi? C'est la participation à la majorité. Cette participation politique, c'est que c'est la contradiction avec la position de l'opposition dans une république démocratique. Quand il y a démocratie, l'opposition doit proposer. Ce qui manque à l'opposition congolaise ici, c'est quoi? C'est la sincérité dans leur démarche.
Ce n'est pas pour proposer que l'opposition réclame le dialogue, mais c'est pour partager les pouvoirs. Et partager les pouvoirs, c'est aller à l'encontre de la volonté populaire exprimée lors des élections. Parce que la démocratie, l'opposition doit préparer, accéder au pouvoir après les élections. S'il y a dialogue congolais aujourd'hui, il y aura quoi? Formation du gouvernement, Nanga sera Premier ministre, Bilingo ministre de la Défense. Et cela veut dire quoi? Ça dit nous sommes en train de torpiller les espoirs démocratiques que nous avons jusque-là. Moi, je pense que cette démarche, le président doit d'abord la mettre un peu de côté. Il faut faire d'abord un pacte républicain, apporter les idées de chacun des partis pour défendre le pays qui est agressé, et après, on passera au pacte social. Serge Magnan. Oui, merci beaucoup. Je crois que nous devons d'abord souligner ici qu'il y a, comment on appelait ça, une résolution, la fameuse résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, il faut souligner qu'il y avait 25 pays qui ont voté et à l'unanimité, tous ont voté cette résolution. Et dans cette résolution, c'était dit très clairement que le Rwanda devait quitter immédiatement le sol congolais. Jusqu'aujourd'hui, ça va faire plus de 2 mois que cette résolution a été prise, mais le Rwanda est toujours sur notre sol. Le Conseil de sécurité des Nations Unies n'est pas n'importe quelle institution, c'est la plus grande, la première institution capable de taire les armes dans le monde. Donc, alors, si déjà... Mais est-ce qu'elle a déjà taire les armes quelque part en Afrique? Alors, c'est une question qu'on doit toujours se poser chaque jour. Ok. Alors, disons que cette résolution ne valait pas la peine. Et puis, Donald Trump, qui promet de résoudre le problème de la RDC, a voté pour cette résolution. Puisque les États-Unis ont voté pour cette résolution. Et ça va entrer en vigueur quand? Le quitte. Même, on a aussitôt, une résolution, aussitôt, quand on avait signé, on a dit le retrait immédiat. Oui. Mais est-ce que c'est fait? Le Rwanda n'a pas exécuté. C'est pour dire que même si nous allons aujourd'hui, même si on signe des accords, les États-Unis utilisent le Rwanda pour nous déstabiliser. Le Rwanda utilise le Congolais frustré pour entrer et puis nous déstabiliser. C'est la carte qui se joue depuis toujours. Donc, moi, je ne sais pas comprendre aujourd'hui qu'on refuse de tendre la main de Fayoulou ou de l'opposition, disons, mais qu'on négocie à Doha avec le M23, qu'on a traité hier des terroristes, qu'on négocie à Washington avec comment on les appelle, les agresseurs, le Rwanda. Ça, on accepte. Le président de la République négocie avec... Est-ce qu'il pèse? Ça, c'est la question. Est-ce qu'il pèse? Il pèse puisqu'ils occupent des territoires jusqu'aujourd'hui. Non, les opposants non armés que vous citez ici, est-ce qu'ils pèsent? Le problème n'est pas... Vous voulez leur poids politique. Moi, dans leur demande, ce que je vois, c'est que le gouvernement devait réunir tout le Congolais. Mais non pas pour qu'on aboutisse à un gouvernement, à un gâteau qu'on va partager. C'est par mais il faut que ce soit un cercle de réflexion où ce ne sont pas le même visage qui vont revenir, puisqu'il ne faut pas que ces pays soient pris en otage avec les mêmes personnes qui chaque fois ils ont été ils étaient à la conférence nationale souveraine à Sun City. Ils ont toujours été là pour revenir et prendre de postes. Donc que ça soit plus large cette fois-ci, moi j'encourage, il faut que la jeunesse passe devant, prennent la destinée de leur pays en main. Je crois que c'est de cette façon qu'on va peut-être avancer. Vous êtes déjà dans quel parti? Je suis de la Dynamique pour un Congo nouveau, la DCN, je t'ai déjà dit ça, je crois que... Ah, ok. Ça, ouais. Merci. Cédric, on a fini. Le problème du Congo, c'est la prise de conscience. Nous devons prendre conscience des enjeux de l'ère. Maître Paul Okito. Donc le Congo il faut d'abord privilégier le Congo par rapport à d'autres intérêts individuels ou partisans. Parce que si les politiciens congolais aujourd'hui, bien que nous avons des divergences, la démocratie c'est un système de divergences. Mais il faut d'abord analyser l'époque et les moments. À ce moment-là, il faut privilégier d'abord le Congo par des solutions et de se réfugier derrière les petites combines. Mesdames et messieurs, on se retrouve demain à 17h30 pour notre nouveau numéro. Restez branchés sur les antennes de la télé républicaine. C'était là votre humble serviteur Émile Kassonga avec des invités comme Serge Magnan, Cédric Ndobele et Maître Paul Okito. À la prochaine. Merci. À vous de juger. 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 Paraît que c'est à vous de juger. À vous de juger.